les liens du passé. Élever un enfant qui se démarque des autres suscite une anxiété constante. Je vais vous raconter l'expérience poignante qui a commencé dès la naissance de notre fils, mettant en lumière ses comportements inhabituels. Découvrez comment, avec persévérance, nous avons surmonté les divers défis liés à sa singularité en trouvant des solutions pour résoudre chaque obstacle sur notre chemin. En 1990, mon mari et moi avons scellé notre union et 3 années plus tard, notre premier enfant, William, a vu le jour. Pourtant, ses premières nuits étaient marquées par des pleurs incessants, refusant obstinément de trouver le sommeil dans son propre lit. Nous étions contraints de le laisser rejoindre notre lit pour apaiser ses tourments nocturnes. William se révélait être un enfant exigeant, un enfant qui préférait toujours rester en notre présence. La simple idée de le confier à la crèche ou à nos parents était impensable. Nos heures de travail ont dû être ajustées, sacrifiant l'un de nous pour être constamment à ses côtés. Vers l'âge de 3 ans, son aversion pour les dessins animés était palpable. Aucune émission ne semblait le satisfaire, et ses caprices persistants ne cessaient de défier nos tentatives pour l'apaiser. Les jouets ne trouvaient pas grâce à ses yeux, nous avons donc opté pour des livres pour enfants. Cependant, même ces trésors littéraires semblaient l'indifférer, laissant transparaître un désintérêt apparent. Un jour, après avoir entendu parler des bibliothèques à la télévision, William nous a sollicités avec une ferveur inattendue, exigeant de le conduire dans cet univers littéraire. Nous étions perplexes, incapables de saisir comment, à son jeune âge, il pouvait comprendre ce qu'était une bibliothèque. Malgré notre réticence initiale, ces supplications incessantes ont eu raison de nous. Et le week-end suivant, nous avons cédé, l'emmenant découvrir l'univers enchanteur d'une bibliothèque. Dès notre arrivée à la bibliothèque, l'émerveillement se lisait sur les visages de William. Il parcourait les allées, feuilletant avec curiosité les différents ouvrages. Dirigé vers les rayons pour enfants, il secoua la tête, mais une fois devant la section d'histoire, il marqua un arrêt significatif. Un homme, assis à une petite table captivé par un livre, attira son attention. William se dirigea vers lui, s'installant à ses côtés, prenant l'inconnu par surprise. Avec une innocence déconcertante, il lui demanda « Tu lis quoi ?» L'homme, étonné, lui répondit « Je lis un livre d'histoire. Tu sais ce que c'est ?» William secoua la tête et se perdit alors dans les pages des livres de cette section. Alors que nous l'attendions, il revint précipitamment avec un livre en main, s'exclamant « Je veux ce livre !» Mon mari prit le livre pour l'examiner, réalisant qu'il s'agissait d'un ouvrage historique. Il expliqua à William que c'était destiné aux plus grands, abordant la guerre de sécession et les années 1700 et 1800 aux États-Unis. Malgré notre intention de l'orienter vers des livres illustrés, William éclata en larmes, déclarant « Non, je veux ce livre, parce qu'il y a ça !» Il pointa du doigt un petit drapeau américain sur la couverture. Confronté à ses pleurs, j'ai convaincu mon mari de lui prendre ce livre. De retour à la maison, William se précipita pour explorer les pages du livre, scrutant chaque image avec une fascination palpable. Mon mari me lança un regard, me rappelant de veiller à ce que William n'endommage pas ce livre emprunté. Cependant, le petit garçon était captivé, maniant chaque page avec une délicatesse surprenante. Ses journées s'écoulaient entre les rires et les moments où il semblait submergé par la colère en feuilletant ce livre. Un jour, intriguée, je me suis assise à ses côtés pour regarder le livre avec lui. Une image dépeignait des travailleurs noirs dans un champ de coton en Alabama. Soudain, William pointa du doigt une femme et un homme noir et s'exclamant « Papa! Maman !» Je lui expliquai doucement que non, ce n'était pas sa maman et son papa, que sa maman c'était moi. Il éclata en sanglots, continuant de pointer du doigt les personnages sur l'image en répétant « Non, maman, papa, maman, papa ». Face à cette répétition frustrante, mon mari prit la décision de rapporter le livre à la bibliothèque. Lorsque William ne put retrouver son livre, il fondit en larmes, réclamant inlassablement son précieux livre. Il fallut plusieurs jours avant qu'il ne cesse de pleurer et de réclamer le livre. Mais même alors, une tristesse persistante semblait l'envahir, comme s'il avait perdu toute joie de vivre. La première rentrée de William à l'école maternelle s'est avérée être un choc inattendu. À peine 2 heures après l'avoir déposé,
j'ai reçu un appel de sa maîtresse, m'informant qu'il fallait venir le chercher d'urgence. Elle m'a expliqué que William frappait les autres enfants en criant qu'il les détestait, allant même jusqu'à exprimer sa haine envers elle, sa propre maîtresse. Elle m'a posé des questions sur d'éventuels problèmes à la maison, laissant planer un voile de perplexité. J'ai expliqué, surprise, que William était un enfant unique et qu'il avait toujours été calme à la maison. La maîtresse nous a suggéré de le récupérer, car son comportement perturbait profondément la classe. Nous sommes immédiatement allés chercher William, découvrant qu'il avait été isolé dans une pièce. À notre arrivée, il s'est levé en déclarant « Je vais rentrer. Il n'y a que des blancs ici. Je ne veux pas rester. » Mon mari, interloqué, lui a demandé pourquoi il disait de telles choses. Mais la maîtresse nous a informé que William répétait ses propos depuis notre départ et qu'il serait peut-être préférable de trouver une autre solution s'il ne pouvait pas s'adapter socialement à l'école. De retour à la maison, j'ai essayé de comprendre doucement la raison de son comportement. Ses paroles résonnaient dans l'air comme des échos d'une tristesse profonde. « Maman, je les déteste. Les blancs sont trop méchants. Ils m'ont frappé. Mon dos me faisait très mal. Ils m'ont frappé si fort que je suis mort. Et je n'ai plus revu mon papa et ma maman. Ils ont même frappé papa et maman. » Les yeux empreints de douleur, William exprimait un monde de tourments que nous ne comprenions pas. Mon mari, submergé par l'inquiétude et la frustration, lui a lancé d'un ton ferme. « William, que racontes-tu comme bêtise? Pourquoi dis-tu que tu es mort? Et ton papa et ta maman, c'est nous. On est toujours là. » C'était une confrontation émotionnelle où la réalité de la situation se heurtait à la perception déroutante de notre fils. William, les yeux embués de larmes, a répondu d'une voix fragile. « Non, ce ne sont pas vous mes vrais papa et maman. Mon papa et maman sont noirs. » Un mélange de confusion et de chagrin s'est emparé de nous, soupçonnant que William pouvait être confronté à un problème auquel il fallait remédier. L'idée de consulter un psychiatre pour enfants a émergé, mais notre petite ville ne proposait pas ce service. Nos recherches nous ont conduits à un centre spécialisé, hélas, situé à plus de 3 heures de chez nous. Après quelques jours de tests, l'école a décidé qu'elle ne pouvait plus accueillir William. Dans un ultime espoir, nous avons engagé une maîtresse à domicile, mais cela n'a rien changé. William persistait dans son comportement, exigeant qu'il ne travaillerait qu'avec une maîtresse noire. Dans l'impasse, nous avons partagé nos préoccupations avec nos parents, et la décision de déménager temporairement vers la grande ville s'est imposée. Nous voulions offrir à William la possibilité de consulter un spécialiste, et nos parents ont insisté pour que nous choisissions un quartier où il y avait une diversité d'étrangers noirs, répondant aux incessantes demandes de notre fils. C'était une décision chargée d'émotions, motivée par l'amour et la quête d'une solution pour apaiser le cœur tourmenté de William. Arrivé dans cette grande ville, animé par l'espoir, mais également par l'appréhension, nous avons choisi de nous installer dans un appartement au cœur d'une cité, où cohabitait une communauté diverse d'origine étrangère. Lorsque nous avons commencé à décharger nos affaires, William observait attentivement les alentours. À la vue d'enfants noirs jouant devant les meubles, il s'est approché d'eux pour leur adresser un sourire chaleureux, une lueur de bonheur illuminant son visage. Mon mari et moi, partageant ce moment, nous avons échangé un regard complice. C'est à cet instant que j'ai dit à mon mari « Chérie, selon ta mère, il se pourrait que William soit la réincarnation d'un enfant noir ayant travaillé en tant qu'esclave dans les champs de coton. Je pense que ta mère a peut-être raison. Il suffit de le voir, de constater à quel point il est heureux de voir des gens de couleur. » Nous l'avons ensuite inscrit dans l'école du quartier. L'appréhension était palpable le jour de sa rentrée dans cette nouvelle école, où des enfants noirs figuraient dans sa classe et où sa maîtresse était d'origine maghrébine. Cependant, la journée s'est déroulée sans le moindre appel inquiétant. Lorsque nous sommes allés le récupérer, nous avons interrogé la maîtresse sur son adaptation. Elle nous a confié que notre fils était adorable, gentil avec tout le monde, un enfant extrêmement joyeux. Cette nouvelle a été une bouffée de soulagement pour nous, dissipant nos inquiétudes initiales. Après plusieurs consultations chez le psychiatre, il semblait qu'il n'y avait rien d'anormal chez William. Il évoluait apparemment de manière épanouie. Nous avons donc vécu plusieurs années dans cette grande ville et au fil du temps, nous avons accueilli 2 autres enfants. Lorsque William est entré au collège, son intérêt marqué pour l'histoire s'est confirmé, faisant de cette matière sa préférée. Lors d'une rencontre avec son professeur,
ce dernier nous a confié que William possédait une connaissance exceptionnelle sur la période de l'esclavage, des détails qui ne figuraient pas dans les manuels scolaires. Le professeur était stupéfait de constater à quel point William pouvait décrire des faits comme s'il avait vécu à cette époque. Face à cette révélation étonnante, nous avons gardé le silence sur le comportement singulier de notre fils. Nous craignons que les gens mal compris ne le considèrent comme quelqu'un de fou. Le mystère entourant William semblait grandir, mais au fond de nous, une part de nous restait fière de son exceptionnelle compréhension historique, même si cela demeurait un secret bien gardé. La vie continuait avec son lot de mystères, et William continuait son chemin, portant en lui des connaissances inexplicables et étonnantes. Lors de son année de 4e au collège, William nous a confié un soir les yeux empreints de reconnaissance. « Papa, maman, je vous remercie de m'avoir emmené dans cette ville. J'ai retrouvé mes amis, mes frères d'autrefois. Je me sens vraiment bien ici. Je sais maintenant ce que je veux faire. Je veux aller étudier aux États-Unis et travailler plus tard dans un musée, raconter l'histoire de nos ancêtres. Je veux faire connaître au monde les souffrances endurées par les esclaves à l'époque. » Ces paroles étaient empreintes d'une détermination profonde, mais aussi d'une émotion qui échappait à la rationalité. Soudain, il a commencé à parler comme quelqu'un qui n'était plus lucide. « Papa, maman, si vous saviez, tout est encore dans ma mémoire. J'en ai tellement souffert. Voir des gens capturer des Noirs pour les réduire en esclavage, c'était vraiment affreux. » Un flot d'émotions a envahi la pièce alors que William partageait des souvenirs poignants et douloureux. Inquiète de la réaction des autres, je lui ai demandé de ne pas évoquer ce genre de choses en présence d'autres personnes, craignant qu'on le prenne pour un fou. Il m'a répondu avec une conviction profonde. « Mais je ne suis pas fou. Je me souviens très bien de mon passé. Dans cette vie, je suis blanc, mais dans mon ancienne vie, j'étais un Noir d'Amérique. Depuis tout petit, je rêvais sans cesse de ma vie passée, lorsque j'étais un esclave. Je me souviens de comment ils nous ont emmenés aux États-Unis et comment ils nous ont traités. Nous travaillions toute la journée à récolter du coton. Lorsque la cloche sonnait, on pouvait s'arrêter pour aller manger. Puis, dès que la cloche résonnait, on devait retourner travailler. J'étais un adolescent et je me rebellais souvent. Un jour, ils m'ont attaché et m'ont frappé à mort devant les yeux de mes parents qui pleuraient. C'est comme ça que je suis mort. » Des souvenirs si intenses qu'ils semblaient dépasser les frontières de la réalité, plongeant notre fils dans un passé douloureux, marquant nos cœurs de sentiments mêlés de perplexité et de profonde compassion. Après un moment de silence, mon mari m'a confié qu'il pourrait être judicieux de le ramener voir un spécialiste. William a alors indiqué « Vous n'avez pas besoin de m'emmener voir un spécialiste. Il suffit juste de m'emmener dans une église voir un pasteur noir. » Ces paroles teintées de conviction résonnaient d'une étrange assurance. Intrigué, je lui ai demandé si le fait de consulter un pasteur noir pourrait le guérir. Il nous a assuré que oui, puis il est parti se coucher. Le lendemain matin, il ne se souvenait plus du tout de cette conversation. Il nous a confié que la veille, il avait tellement mal à la tête qu'il ne se rappelait pas des mots qu'il avait prononcés. Une énigme planait dans l'air, laissant nos cœurs partagés entre la préoccupation et le mystère de cette situation sans réponse claire. Quelques jours plus tard, nous avons découvert une église où officiait un pasteur noir. Plein d'espoir, nous nous sommes rendus à lui pour lui exposer les tourments de notre fils. Le pasteur, partageant la croyance en la réincarnation, nous a encouragés à amener William le voir. Le lendemain, nous sommes retournés avec William et le pasteur, posant doucement sa main sur sa tête, a récité une prière bienveillante. Depuis ce jour, nous avons fréquenté assidûment cette église. Peu à peu, les propos étranges de William ont cessé. Il était redevenu un enfant ordinaire, bien que tous ses amis, et même sa petite amie, étaient noirs. À la fin du lycée, William a décidé d'aller étudier aux États-Unis. Lorsque nous avons évoqué l'idée de retourner vivre dans notre petite ville, près de nos amis et de notre famille qui nous manquaient, maintenant qu'il était devenu adulte, William nous a rassurés en affirmant qu'il n'y avait aucun problème, qu'il était désormais majeur et autonome. Notre retour dans notre ancienne ville entourée de nos proches s'est donc concrétisé. Après ses études, William s'est marié avec une fille noire rencontrée aux États-Unis. Le couple a ensuite pris la décision de s'installer en Alabama. Malgré la distance, ils reviennent nous rendre visite une fois par an,
créant ainsi des moments de retrouvailles empreints d'émotion et de chaleur familiale. Aujourd'hui, William mène une vie avec sa femme et leurs 2 enfants en Alabama. L'idée de la réincarnation m'interpelle souvent, me faisant penser que peut-être tous les êtres vivants pourraient connaître une forme de renaissance. William en est la preuve vivante. Il y a des moments où je ressens un profond vide en moi, car William partage sa vie exclusivement au sein de sa communauté noire et nos rencontres sont rares. Mon mari, dans ces instants, me réconforte en soulignant que tant que notre fils est heureux, nous devons trouver notre bonheur dans le sien. Ces pensées éveillent en moi un mélange d'émotions, mais au fond, la paix réside dans le bien-être de William et dans le soutien inébranlable que nous lui offrons, même à distance.